Hello à vous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons poursuivre notre série Les contes au fil de l'histoire avec un nouvel épisode consacré au chat beauté. Si c'est un sujet qui vous intéresse, je vous rappelle qu'il existe sur cette chaîne, Histoire de l'ombre, une playlist qui regroupe toutes mes vidéos parlant de contes. À l'heure actuelle, vous pouvez y retrouver les analyses historiques du Petit Chaperon Rouge, de Cendrillon et de 3 contes russes. Faites juste abstraction de petits détails techniques, puisque les vidéos étant plus anciennes, la qualité visuelle notamment n'est pas forcément tip top. Je pense à la vidéo de Cendrillon dans laquelle il y a tellement de lumière naturelle que l'on a l'impression que je suis littéralement touchée par la grâce divine, ce qui n'était absolument pas le cas. Mais voilà, si vous arrivez à passer outre tout cela, le contenu devrait vous plaire. Aujourd'hui, nous allons donc parler du chat beauté, aussi appelé Maître Chat. Après un très bref résumé du conte, je vous parlerai des origines historiques de ce récit, et puis on ira se plonger dans la morale et la symbolique de cette histoire, puisque vous n'êtes pas sans le savoir, les contes de fées ont toujours eu des visées éducatives, même si dans ce domaine, le chat beauté est un petit peu à part. Avant d'aller nous plonger au cœur du conte du chat beauté, juste 2 petites choses. La première, c'est que je vous rappelle qu'il existe plusieurs réseaux sociaux associés à la chaîne. Facebook, Instagram, le site web, toujours la même adresse, Histoire de l'ombre. Donc n'hésitez pas à aller y jeter un petit coup d'œil. Également, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à activer la petite cloche des notifications. Ça donne de la visibilité et surtout ça motive. Et deuxième info, pas très intéressante, mais je le dis au cas où quelqu'un se poserait la question, oui, j'ai un sourire un peu bizarre puisque j'ai des problèmes de gencives. Voilà, ceci étant dit, on peut maintenant se lancer dans la vidéo. Avant de revenir sur les origines historiques et la symbolique du conte du chat beauté, laissez-moi vous en faire un très bref résumé, histoire tout simplement de vous rafraîchir la mémoire. Je me base ici sur la version écrite par Charles Perrault et publiée en 1697 dans son très célèbre recueil Histoire ou contes du temps passé. J'en profite pour vous rappeler qu'à l'époque de Perrault, les contes étaient majoritairement destinés à un public adulte et bourgeois, très friand de ce genre, et que le basculement vers le monde enfantin ne se produira pas avant le 19e siècle, tout simplement parce qu'avant cette période, la littérature enfantine n'existait pas en tant que telle, les enfants n'étaient pas un public visé par les éditeurs et les écrivains. Si vous voulez davantage de détails sur ce sujet et sur la vie de Charles Perrault, je vous invite à aller visionner la vidéo du Petit Chaperon Rouge. Alors de quoi parle le chat beauté? Eh bien sans grand suspense, il y a un chat. Mince, je me suis raté. Attendez, je recommence. De quoi parle le chat beauté? Eh bien sans grand suspense, il y a un chat dans l'histoire, mais commençons par le commencement. Le conte du chat beauté démarre par un événement tragique. Un vieux meunier, donc un vieil homme détenteur d'un moulin, meurt et lègue tous ses biens à ses 3 fils. L'aîné reçoit le moulin, tandis que le second reçoit l'âne de la famille, donc les deux peuvent s'associer pour produire. Le dernier, lui, se retrouve avec le chat de la ferme et ne sait pas trop qu'en penser. Un instant, il songe même à dévorer l'animal, histoire de se rassasier temporairement, quand il se rend compte, aux surprises, que l'animal est doté de la parole. Ayant reçu de son jeune maître une paire de bottes et un sac, le chat se jure d'assurer la fortune de son maître. Pour cela, il va inventer divers stratagèmes et parvenir à le faire passer pour le marquis de Carabas et carrément le faire admettre à la cour du roi. Après une énième tricherie, le chat parvient à s'emparer du château d'un ogre et prétend qu'il s'agit là de la demeure du fameux marquis de Carabas. Très impressionné, le roi octroie la main de sa fille, donc la main de la princesse, au plus jeune fils du meunier.
À la fin de ce conte, Charles Perrault adjoint deux morales. La première nous dit « Quelque grand que soit l'avantage de jouir d'un riche héritage, venant à nous de père en fils, aux jeunes gens pour l'ordinaire, l'industrie et le savoir-faire valent mieux que des biens acquis. » La seconde morale, elle, précise « Si le fils d'un meunier, avec tant de vitesse, gagne le cœur d'une princesse, et s'en fait regarder avec des yeux mourants, c'est que l'habit, la mine et la jeunesse, pour inspirer de la tendresse, n'en sont pas des moyens toujours indifférents. » Commençons par explorer les origines historiques du conte du Chaboté. Alors, comme c'était déjà le cas pour le Petit Chaperon Rouge ou Cendrillon, il va être impossible de donner le nom de la première personne qui aurait raconté ou mis sur papier la toute première version de ce récit. Et en plus de ça, comme souvent avec Charles Perrault, vous avez deux camps qui s'affrontent. Vous avez ceux qui défendent son style et qui affirment que Charles Perrault n'a eu pour seule source d'inspiration que les récits des nourrices qui se racontaient dans les campagnes françaises de l'époque, alors que d'autres sont persuadés que Charles Perrault, avant d'écrire ses contes, a pu en lire des versions antérieures et qu'il s'en est inspiré pour écrire sa propre version du Chaboté. En tout cas, seule certitude, Charles Perrault n'a pas la primauté sur cette histoire et il est effectivement possible de lui trouver plusieurs sources d'inspiration. Déjà en 1553, donc pas mal de temps avant Charles Perrault, vous avez l'italien Giovanni Francesco Straparola qui publie dans le second volume de son recueil Nuits facétieuses un conte intitulé La chatte de Constantin le Fortuné. Généralement, il est admis qu'il s'agit de la version écrite la plus ancienne connue du conte du Chaboté. Alors que nous raconte ce récit ? Il narre l'histoire de Constantin, dernier fils d'une veuve de Bohême. À la mort de celle-ci, Constantin n'hérite que de la chatte de la famille et le garçon est un petit peu désabusé, sauf qu'il va s'avérer que cette chatte est en fait une fée et par la ruse, elle va permettre à son maître d'acquérir la fortune et d'épouser la fille du roi. Vous l'aurez remarqué, c'est un récit très similaire à la version de Charles Perrault, si ce n'est que l'animal bienfaiteur n'est pas un chat, mais une chatte, et même plus précisément une fée. Sinon, il y a quelques éléments qui divergent, mais ça ne joue pas grand-chose sur la trame du récit. La figure parentale n'est pas un meunier, mais une veuve de Bohême. Le propriétaire du château que le chat va récupérer par la ruse n'est pas un ogre, mais un seigneur récemment décédé. Pas grand-chose d'autre à dire, si ce n'est que les spécialistes estiment que Straparola s'est inspiré de traditions orales qui circulaient en Italie à son époque. Puis, dans les années 1630, un autre Italien, Giambattista Basile, va publier dans son Pentamerone le conte Gagliuso. Dans ce conte, on suit la trame classique. Un jeune garçon mal né, sans le sou, appelé Pippo, va réussir à acquérir la fortune et épouser la princesse grâce à son chat qui va mettre en place des stratagèmes mêlant la ruse et la tricherie. Sauf que la fin de ce récit est très différente de la version de Straparola ou de celle de Perrault. En effet, à la fin, le maître du chat lui promet une sépulture digne d'un prince puisqu'il lui dit qu'il le fera enterrer dans un cimetière dans un cercueil en or. Le chat, pour un petit peu tester son maître, va feindre d'être mort et là, stupéfait, il va entendre son maître dire à sa femme « Attrape le cadavre du chat par les pattes et jette-le par la fenêtre ». Le chat, outré, va plier bagage et jurer que plus jamais il ne viendra en aide à son ancien maître. Alors là, très clairement, la fin est totalement différente du conte de Perrault et la morale s'en trouve totalement inversée puisque le chat, qui n'a été que bienfaiteur envers son maître, va se rendre compte de l'ingratitude de celui-ci. Et pour vraiment comprendre à quel point cette fin est sacrilège,
il faut se mettre dans le contexte de l'époque. En effet, refuser une sépulture à quelqu'un dans un cimetière, c'est vraiment un sacrilège, c'est terrible, surtout que l'on peut facilement assimiler le chat à une figure humaine, puisqu'il a beaucoup de caractéristiques anthropomorphes, il parle, il marche sur deux pattes, donc c'est d'autant plus terrible que son maître lui refuse une sépulture, surtout après tout ce que le chat a fait pour lui. En dehors de ces deux récits primordiaux qui ont très bien pu inspirer Charles Perrault, on a recensé d'autres histoires qui sont plus ou moins similaires au Chaboté. Commençons par voir ensemble le conte danois, Le palais aux piliers d'or. L'histoire commence dans une forêt, dans une petite maisonnée occupée par un couple et leurs deux enfants. Un soir, le couple se dispute violemment au point qu'ils sortent tous les deux de la maison en s'insultant et en se courant après. Il est clairement dit que le mari poursuit sa femme avec une louche à la main et les enfants vont se rendre compte que leurs parents ne rentrent pas et qu'ils ne reviendront sans doute jamais. Ils décident donc de se partager l'héritage familial. Le garçon récupère la vache et la fille récupère le chat. L'héroïne humaine de cette version est donc une fille. Au bout d'un moment, quand leurs ressources commencent à gravement s'épuiser, le chat va parvenir à faire passer sa maîtresse pour une princesse que l'on aurait dépouillée. Passant par là, la famille royale va la ramener au château et le fils du roi va la trouver tout à fait à son goût. Sauf que la belle-mère du prince est assez méfiante envers cette jeune fille sortie de nulle part et elle va lui imposer plusieurs épreuves, dont une qui inspirera le célèbre conteur Andersen pour son conte La princesse aux petits pois. Et la jeune fille va parvenir à chaque fois à s'en sortir grâce à l'aide de son chat. Sauf qu'un beau jour, poussée par la vantardise, elle va dire que son château, il était bien mieux que celui-ci puisqu'il reposait sur des piliers en or. Le chat, une fois de plus, va venir à la rescousse de sa maîtresse et parvenir à débusquer un palais qui est effectivement construit sur des piliers en or, mais qui appartient à un terrible troll. Sauf que le chat est très malin, il parvient à se débarrasser du troll, prétend que ce palais a toujours été dans la famille de la princesse, et tout finit très bien pour la jeune paysanne puisqu'elle épouse le prince. Autre récit similaire à Maître Chat, c'est le conte norvégien Seigneur Pierre. Alors il est inutile que je vous le raconte puisqu'il ressemble beaucoup à son voisin danois, le palais aux piliers d'or, si ce n'est quelques petites différences. Déjà, il est beaucoup moins empreint de merveilleux, le héros humain n'est pas une petite fille mais un petit garçon, et le chat n'est pas un chat mais une chatte. Après, en toute honnêteté, on pourrait parler pendant des heures de toutes ces versions qui approchent de près ou de loin du Chaboté de Charles Perrault. Par exemple, ce conte russe recueilli par Alexandre Afanassiev, dont je parle d'ailleurs dans cette vidéo, qui reprend en gros la trame du Chaboté que l'on connaît, mais qui ne fait pas de l'animal bienfaiteur un chat, mais plutôt un renard, ce qui d'ailleurs est plus en adéquation avec les stéréotypes que l'on attribue traditionnellement au renard, c'est-à-dire le fait qu'il soit un animal rusé, mais un peu fourbe, un peu sournois. Et il y a également des versions qui proviennent d'Inde, de Zanzibar et j'en passe et des meilleures. Toutefois, il faut quand même noter que ces versions étrangères, si on se place du point de vue de Perrault, ce sont des versions qui ont une fin assez triste pour l'animal bienfaiteur, puisque que ceci soit un chat, un renard ou une autruche comme dans la version de Zanzibar, ils vont souvent faire face à l'ingratitude de leur maître et connaître une fin assez terrible. La version de Charles Perrault est publiée pour la première fois en 1697 dans le recueil Histoire ou Contes du temps passé. Par rapport au manuscrit original qui avait commencé à circuler à la cour de Versailles et dans les salons parisiens 2 ans auparavant, la version de 1697 est quelque peu différente, notamment parce que Charles Perrault va y adjoindre des morales qu'il réserve exclusivement à son public adulte bourgeois, puisqu'il a bien conscience qu'un enfant se fierait davantage à ses ressentis, notamment émotionnels, plutôt qu'à une morale
explicite. Assez rapidement, le recueil de contes de Charles Perrault va être traduit dans d'autres langues et également être plagié. Donc ça, c'est une preuve de succès, même si en France, le talent de Perrault va mettre du temps à être apprécié. Encore aujourd'hui, vous avez certains grands pompes de la littérature qui ne veulent pas reconnaître le conte comme un genre intéressant et encore moins plébisciter un homme comme Charles Perrault. Et si vous voulez, ça va commencer à changer en France à partir du début du 19e siècle, notamment parce que les romantiques vont s'intéresser aux travaux des frères Grimm et également parce que le recueil de contes va être lu dans les écoles primaires. Donc on va redécouvrir Charles Perrault et on va enfin l'apprécier. Si bien que le chaboté va finir par s'imposer dans le folklore occidental comme l'un des contes les plus connus, les plus appréciés, qui mettent en scène un animal. D'ailleurs, je m'avance peut-être en disant cela, mais je pense que tout le monde connaît à peu près l'histoire du chaboté, ne serait-ce que parce que la franchise Shrek lui a donné pas mal de publicité, alors que d'autres contes comme Riquet à la houppe, alors je ne sais pas vous, mais moi personnellement, je crois que je ne l'ai jamais lu de ma vie. Passons maintenant à la dernière partie de cette vidéo où l'on va tenter d'y voir un peu plus clair en ce qui concerne la symbolique du chaboté. Déjà, il faut savoir que le conte de Maître Chat est un conte assez particulier, notamment parce qu'il divise sur ses visées. Pour certains, il est un conte classique qui promeut des valeurs et qui se lit bien comme un récit initiatique, tandis que pour d'autres, il s'agit d'un conte amoral qui va faire l'apologie de la tricherie et de la ruse sur le travail honnête. Commençons par ce second point de vue. Pourquoi certains folkloristes qualifient-ils le chaboté de conte amoral? Déjà, le héros animal du conte n'est pas un personnage archétype en ce sens où il n'incarne ni le bien ni le mal, alors que c'est normalement le cas dans les contes de fées traditionnels. À la rigueur même, il faudrait le classer dans la catégorie des menteurs, des tricheurs, ce qui ne fait pas très héros de contes de fées. Et que dire alors du héros humain de ce récit, le troisième fils du meunier, qui semble incarner des valeurs comme la passivité, le manque de volonté, voire la fourberie dans les versions où il va se retourner contre l'animal bienfaiteur. Bref, autant de valeurs que les parents n'ont pas envie de voir inculquées à leur progéniture. Également, pour les tenants de ce point de vue, ils vont pointer du doigt les morales écrites par Charles Perrault, notamment la première, puisqu'ils disent que le lecteur va comprendre que la ruse paie davantage et plus rapidement que le labeur ou le talent qui seraient des valeurs un petit peu plus honnêtes. Et en effet, le chaboté, c'est quand même l'histoire d'un gamin qui part sans héritage et qui finit en ne faisant absolument rien par épouser une princesse. Donc si on s'en tient à ce récit un petit peu simpliste, effectivement le chaboté semble bien être un conte amoral. Bien entendu, on ne va pas se contenter de ce point de vue et on va au contraire prendre maintenant le point de vue opposé et tenter de lire le chaboté comme un conte parfaitement moral. En premier lieu, il faut bien reconnaître que la version de Charles Perrault a occulté pas mal d'aspects négatifs que l'on pourrait reprocher à d'autres versions du chaboté, notamment le fait que le chat ne va pas dépouiller de son château un honnête seigneur, mais bien un ogre terrible. Également, à la fin, le garçon ne va pas se retourner contre l'animal bienfaiteur, il ne va pas se montrer ingrat, et c'est également une version assez empreinte de merveilleux, ce qui est quand même l'une des caractéristiques des contes de fées traditionnels. Bref, l'histoire de Charles Perrault se lit comme un récit empreint de féerique, de merveilleux, avec des héros, ma foi, assez sympathiques, également une lutte contre le mal que représente l'ogre et un heureux dénouement. En ce sens, le chaboté n'a rien d'amoral. Et puis, sans même parler des deux morales adjointes par Charles Perrault, qui, comme je vous l'ai dit, on lui a souvent reproché en disant qu'elles n'étaient pas les meilleures de sa carrière, voire qu'elles étaient inutiles
ou même prêtait à confusion, il y a bien des leçons éducatives à tirer du chaboté, mais avant de les évoquer, je voudrais justement faire un petit point sur ces fameuses morales que moi-même je trouve plutôt réussies. Commençons par la première morale que je vais vous relire histoire de vous replonger dans l'ambiance. Quelque grand que soit l'avantage de jouir d'un riche héritage, venant à nous de père en fils, aux jeunes gens pour l'ordinaire, l'industrie et le savoir-faire valent mieux que des biens acquis. Alors déjà, sachez qu'il faut ici comprendre les termes industrie et savoir-faire comme des synonymes des mots adresse, habileté, finesse. Cette première morale, je la trouve très intéressante puisque je n'y vois pas l'apologie de la ruse ou de la tricherie, mais plutôt l'apologie de l'ambition, de l'ingéniosité, montrant qu'un individu sans le sou, s'il s'en donne les moyens, donc par lui-même ou aidé d'une tierce personne, peut connaître l'ascension sociale. Et si on se remet dans le contexte de l'époque, c'est quand même assez culotté de la part de Charles Perrault de suggérer cela. Voyons maintenant la seconde et dernière morale écrite par Charles Perrault dans Le Chat botté. Je vous la lis d'abord. Si le fils d'un meunier avec tant de vitesse gagne le cœur d'une princesse et s'en fait regarder avec des yeux mourants, c'est que l'habit, la mine et la jeunesse, pour inspirer de la tendresse, n'en sont pas des moyens toujours indifférents. Alors moi, celle-ci, je la trouve extraordinaire et tellement intemporelle, tant il me semble naïf de croire que l'apparence physique ou le rang social ne sont pas importants aux yeux des gens, notamment pour faire une première bonne impression. C'était visiblement valable à l'époque de Perrault et de mon point de vue, ça l'est toujours tout autant dans nos sociétés actuelles. Maintenant, si l'on reprend l'entièreté du récit du Chat botté, quelle leçon éducative peut-on en tirer? Pour commencer, et on l'a déjà un petit peu évoqué, le gros point fort du Chat botté, c'est que c'est un conte qui véhicule de l'espoir, qui montre que même le plus humble peut s'en sortir dans la vie. Alors certes, pas forcément par des moyens jugés honorables, mais après tout, le Chat botté ne fait de mal à personne. La seule personne qu'il va véritablement combattre, c'est un ogre, une figure qui incarne le mal. Donc le chat parvient, sans faire de mal à aucun innocent, à mener son jeune maître mal né, sans le sou, vers les plus hautes sphères de la société. Alors certes, pour le public de Charles Perrault de l'époque, classe bourgeoise adulte, c'est un retournement de situation qui peut paraître totalement scandaleux, mais pour le lecteur plus modeste, plus moderne, c'est une façon de davantage s'identifier aux héros du récit, notamment parce que l'on est quand même pas mal habitué, et c'est encore assez présent je trouve dans la littérature récente, à ces récits qui présentent un héros qui est d'abord miséreux, et puis on va se rendre compte au fil de l'histoire qu'en fait, il est le lointain descendant de tel roi seigneur, et donc on s'était identifié à une figure noblière, alors que peut-être on aurait été plus proche de ce type de héros qui est raconté dans le Chat botté, soit un garçon qui a eu la malchance de naître dans la mauvaise famille à la mauvaise place puisqu'il est le dernier des enfants et qui malgré tout a réussi à s'en sortir et même à s'en sortir très bien. Ensuite, il ne faut pas négliger le début du conte puisque le troisième fils, si pour les tenants du côté amoral du Chat botté, ce n'est qu'un gamin qui va se laisser mener par le bout du nez par le chat et ne surtout pas lever le petit doigt, on peut aussi le voir comme quelqu'un d'assez résilient, puisque d'abord, ok, il est déçu par son héritage, mais franchement, qui peut le blâmer? Qu'est-ce qu'un chat comparé à un moulin ou à un âne? Mais pour autant, il ne va jamais chercher à voler ses frères, et il va même accorder sa confiance au chat en lui offrant, on ne sait trop comment, une paire de bottes et un sac, et c'est grâce à cette clémence qu'il va connaître une fin heureuse. Autrement dit, chaque petit geste de bonté, de sensibilité, aussi petit soit-il, va être récompensé, et ça c'est une morale très morale. Il y aurait également sans doute quelque chose à creuser du côté de la victoire du chat sur l'ogre,
puisque le conte semble prouver que l'intelligence l'emporte toujours sur la force brute. Également, si on prend le point de vue d'un enfant qui pourrait assez aisément amalgamer la figure de l'ogre à celle de l'autorité parentale, ne peut-il pas déceler dans cette victoire du chat la possibilité, un jour, en grandissant, de pouvoir renverser ce rapport de force qui, pour l'heure, le cantonne à un rôle d'enfant obéissant. Enfin, on peut lire le conte du Chaboté comme un récit qui permettrait d'inculquer aux enfants le respect de l'autre, animaux inclus, puisqu'en effet, sans le chat, le jeune fils du meunier aurait sans doute connu une vie très miséreuse. Alors l'idée peut vous paraître très moderne, mais sachez qu'elle n'est pas du tout absurde, puisqu'au début du XVIIIe siècle, donc à l'époque de la publication de ce conte, on commence petit à petit à réhabiliter le chat, animal qui avait été martyrisé, qui avait failli totalement disparaître de l'Europe à la fin du Moyen-Âge pour ses prétendues affiliations avec le diable et les sorcières. Tout ceci étant dit, j'espère que vous êtes maintenant convaincus que le Chaboté est bien un conte moral. Et voyons maintenant d'autres aspects symboliques que l'on peut lire dans ce récit initiatique, même si je ne pourrais pas tout dire, je vais essayer de vous donner le plus large éventail possible. Tentons d'abord de comprendre d'où peut bien venir ce nom un peu étrange que le chat donne à son maître, celui de marquis de Carabas. La première hypothèse raconte que Charles Perrault se serait inspiré d'un texte de Philon d'Alexandrie, dans lequel il avait créé un personnage nommé Carabas, en fait un homme simple d'esprit que les Alexandriens, donc les habitants de la ville d'Alexandrie, avaient traité comme un roi lors de la venue d'Agrippa Ier, roi de Judée, qui visitait la ville, et les deux peuples étant en bisbille, c'était un moyen de se moquer de ce nouveau roi. D'autres avancent que Charles Perrault se serait inspiré d'un mot turc Karabag, qui désignait à l'époque des montagnes dans lesquelles les sultans mongols et autres princes venaient se reposer durant l'été. On peut aussi lire que Karabas serait la déformation du mot arabe baraka, qui signifie bénédiction, chance, et je trouve que si c'est le cas, Charles Perrault nous a quand même offert un sacré jeu de mots. Bon, vous l'aurez remarqué, il n'existe pas de consensus sur le choix de ce mot Carabas. Pourquoi Charles Perrault l'a utilisé? Mystère, seul lui le sait et il a malheureusement emporté ce secret dans la tombe. Pour ne pas alourdir le propos, je ne partagerai pas davantage d'hypothèses, il en existe vraiment beaucoup. Peut-être une dernière, la plus simple, peut-être la bonne, qui nous dit que Charles Perrault s'est simplement moqué d'un courtisan présent à la cour de Louis XIV, c'est-à-dire qu'il aurait déformé son nom pour le critiquer et parvenir à s'en moquer sans qu'il s'en rende compte. Faisons un petit arrêt très intéressant en ce qui concerne la symbolique des bottes de Maître Chat. Déjà, il ne faut pas les confondre avec les bottes de 7 lieues, un objet magique majoritairement présent dans le conte du Petit Poucet et qui lui permet de se déplacer sur de longues distances très rapidement. Dans Maître Chat, les bottes ne sont pas magiques, mais elles sont bien un symbole de puissance, puisqu'à l'époque de Perrault, seuls les nobles et les chevaliers portent des bottes, les paysans se contentant de sabots. Cet élément est à rapprocher d'un autre qui peut comme ça paraître anodin, mais ne l'est absolument pas, le fait que le chat chasse. Or, à l'époque de Perrault, la chasse est un privilège réservé à la noblesse. C'est comme si, en revêtant ses bottes, le chat s'octroyait tous les avantages de l'élite sociale. D'ailleurs, c'est bien parce qu'il porte des bottes que Maître Chat pourra se faire passer pour un courtisan auprès de la famille royale. C'est là où la seconde morale du conte prend absolument tout son sens, puisque exhiber des signes extérieurs de richesse, c'est déjà un premier pas vers le pouvoir. On peut peut-être aussi y lire une critique de Charles Perrault
qui était assez lucide pour avoir pris conscience que certains courtisans à la cour de Louis XIV misaient tout sur leur apparat pour gravir les échelons sociaux. Enfin, même si ce n'était sûrement pas le but de Charles Perrault quand il a écrit Chaboté, on ne peut s'empêcher de souligner la grande précarité du plus jeune des fils à cause de cette vieille tradition française qui a été le droit d'aînesse, soit le fait de réserver la plus grosse part de l'héritage familial au fils aîné, et ce au détriment de tous les autres enfants. Bon, j'ai décidé de m'arrêter ici en ce qui concerne la symbolique du chaboté de Charles Perrault, mais n'hésitez pas à poursuivre l'analyse en commentaire, c'est avec grand plaisir que je vous lirai, et je vous invite vraiment toutes et tous à relire tous ces récits qui ont pu bercer votre enfance, puisque les contes de fées sont un genre très particulier qui a beaucoup, mais vraiment beaucoup, à nous apprendre sur des époques, sur des mentalités et même sur nous-mêmes. En les relisant adultes, vous allez y déceler de l'implicite que vous n'aviez pas vu étant enfant, et c'est un jeu intellectuel assez intéressant à réaliser. En tout cas, j'espère que ce nouvel épisode vous aura plu. On se retrouve dans la conclusion. Et voilà, ainsi s'achève cette nouvelle Histoire de l'ombre consacrée à l'analyse historique et symbolique du conte du chaboté de Charles Perrault. Si la vidéo vous a plu, intéressé, diverti, n'hésitez surtout pas à me laisser un petit pouce en l'air, c'est vraiment très gratifiant. Ça donne envie de continuer. D'ailleurs, dites-moi si c'est une série qui vous plaît, s'il y a un conte en particulier que vous aimeriez me voir traiter. Pensez également à me rejoindre sur les différents réseaux sociaux de la chaîne, Instagram, Facebook, le site web, toujours la même adresse, Histoire de l'ombre. Également, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à activer la petite cloche des notifications et pourquoi pas à parler d'Histoire de l'ombre autour de vous. Pour l'espace commentaire, je vous propose de me dire si le chaboté est un conte qui avait particulièrement marqué votre enfance, si vous en aviez déjà fait une analyse, était-elle similaire à la mienne ou non, et enfin, est-ce que vous voyez le conte du chaboté comme un conte moral ou comme un conte amoral? D'ici la prochaine fois, portez-vous bien, merci de votre fidélité, à très bientôt, je l'espère, ciao.